Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec un collègue en kinésiologie, dont un ancien partenaire de cohorte au baccalauréat. Un parcours super intéressant, dont en partant un ancien militaire des forces armées françaises dans lequel s'est reconverti en kinésiologue en réadaptation au Québec, Liv Clyde Nguidjo. J'espère que vous allez apprécier autant la discussion que j'ai eue avec lui, un homme avec beaucoup d'entrain et avec une très grande passion au sport. Je vous souhaite à tous bon podcast et bienvenue à la barre haute. Merci beaucoup, Liv, d'accepter l'invitation. Donc, je vais commencer de ce pas à te demander comment ça va. Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci. Donc, je veux savoir comment tu te sens la première fois que tu fais un podcast qu'on t'a invité. Je veux savoir ton ressenti, comment tu le fais, comment ça va là, de ce côté-là. En fait, en tout cas, ça fait tout bizarre, on va dire, de faire un podcast. C'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, c'est très gentil de ta part de pouvoir m'inviter. Et en toute sincérité, j'étais assez relax, assez tranquille pour ce podcast. J'étais pas trop de pression, en tout cas. Donc, c'était assez tranquille. Parfait. Dans le fond, je t'avais invité aussi au niveau du podcast parce que là, tu as fait un changement quand même drastique dans ton mode de vie. Toi qui à la base, tu es français. Puis là, tu es redevenu en kinésiologie. Si tu m'as bien raconté la dernière fois que tu es rendu à travailler pour tout ce qui était au niveau médical avec la patients aux hôpitaux. Donc, avant qu'on aille un petit peu plus sur le sujet, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, tes origines aussi, puis le parcours qui a fait en sorte que tu es maintenant rendu là où ce que tu es aujourd'hui. Donc, en fait, je suis originaire de Strasbourg, en France. Je suis né là-bas. J'ai vécu une grande partie de ma vie en France. J'ai fait différents cheminements scolaires jusqu'en j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée française durant 5 ans. C'était aux alentours de 2010. Et j'ai fait dans la spécialisation de l'infanterie. Donc on était des hommes de terrain. Donc c'est de là, à partir de là, que j'ai eu le goût pour l'activité physique en général. J'ai fait différentes missions extérieures, notamment au Kosovo, à 2 reprises. Et à l'issue de ces 5 années d'expérience militaire, j'ai décidé de reprendre mes études, principalement dans l'activité physique justement. Et grâce à la famille, principalement ma sœur, que je remercierai jamais assez, j'ai pu trouver une formation en kinésiologie. Donc la kinésiologie, déjà il y avait la kinésiologie en France, parce que ce terme-là existe aussi en France, mais la kinésiologie en France, c'était beaucoup plus au niveau de thérapie, c'était pas nécessairement axé sur l'activité physique. Le terme kinésiologie, j'ai pu se regarder du côté canadien, et j'ai trouvé aussi un parallèle entre la kinésiologie au Canada, au Québec, comparé à STAPS. Et justement, on va dire, le même niveau, on va dire, par rapport à ça. Et vu que j'avais aussi de la famille aussi au Canada, j'ai appliqué tout naturellement pour les universités québécoises. Et Chicoutimi, l'université de Chicoutimi m'a accepté pour faire le programme d'abord dans un baccalauréat en majeur en kinésiologie. Ouais, puis là, aujourd'hui, c'est ça, il est rendu maintenant le bac en kinésiologie. Puis encore, je pense qu'il y a eu encore une réforme. Mais là, tu m'as dit, en fait, grâce à ta sœur, qu'est-ce que ta sœur a fait? euh, dans le fond, en quel sens ta sœur a pu te donner un petit peu le pushing ou encore la motivation à faire ton changement? Parce que après 5 années militaires très intenses, il y avait mon entourage qui a décidé, qui m'a un peu, je vais dire, un peu influencé de pouvoir reprendre l'université, mes études, on va dire. Donc, forcément, en fonction de mon envie, c'était principalement de faire l'activité physique. Alors, forcément, on a cherché à travers Internet différentes universités, on va dire plutôt étrangères, déjà. Donc, on avait cherché du côté de l'Australie, on avait cherché du côté de l'Angleterre, même des États-Unis. Et ma sœur a trouvé une brochure où des universités canadiennes, québécoises principalement, faisaient des séminaires en France.
on va dire, dans la plupart des villes de France, que ce soit à Paris, à Strasbourg, à Lille, même dans le sud de la France. Et il y avait justement à ce moment-là un séminaire des universités québécoises à Lille. Donc c'est à partir de là qu'elle m'a donné l'info. Et de ce fait, je suis allé naturellement au séminaire pour voir les différentes universités québécoises. Il y avait je crois une dizaine si je me souviens bien. Il y avait Chicoutimi, il y avait Trois-Rivières, il y avait Laval, il y avait Sherbrooke. Il y avait aussi des universités comme l'ETS aussi. Donc ça a regroupé différentes spécialités en fait. Et de ce fait, j'ai naturellement discuté avec les personnes des ressources humaines par rapport à la kinésiologie, s'il y avait des possibilités d'entrée. Ils m'ont dit que c'était tout à fait possible. Donc, j'ai appliqué à différentes universités. Et chez Coutumi était l'une qui m'a répondu. Donc, à partir de là, j'étais très, très, très content. Donc, grâce à cela, et je me souviens parce que ma sœur, quand j'ai dit à ma sœur, elle est tellement contente. Donc, elle m'a suivi pour faire une première expédition au Saguenay. Donc, OK, elle t'a suivi? elle m'a suivi, ouais, elle m'a suivi. Première fois qu'elle sortait du pays ou... Première fois qu'on allait au Canada. OK, Première fois. OK, au Canada, d'accord. Ouais. Puis elle, comment a trouvé son changement de pays, en fait, comment ça s'est passé? Et toi aussi, d'ailleurs, là? Oh, la première fois, c'était par rapport aux portes ouvertes, parce qu'il y avait justement les portes ouvertes de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui était au mois de mai, si je me souviens bien, à peu près. Mhm. Donc, on était parti voir, comment c'est. Déjà, on était arrivé à Montréal, je me souviens, on avait pris le bus, c'était un très très long trajet, donc on arrive, on voit là le côté très naturel de la province, de la région du lac Saint-Jean, donc c'était déjà assez impressionnant. Donc on regarde l'université, je veux dire, sans voix, parce que c'était un premier voyage, t'imagines un premier voyage pour l'université là-bas, c'est impressionnant. Donc après j'ai pu rencontrer le personnel des professeurs en question et ça s'est très bien passé. Donc de ce fait c'était au mois de mai 2010 donc il fallait juste attendre les différentes cheminements d'immigration en termes de critères pour remplir les documents corrects les documents on va dire donc c'était c'était juste ça. Puis en plus, on s'entend que ton changement a été a quand même été boussolé par le climat qui devait être complètement différent. Toi, tu m'as dit que tu étais à Strasbourg. Si tu peux situer à peu près au niveau de la France, est-ce que c'est près de la côte? Est-ce que c'est à l'extérieur? Comment c'est situé? Strasbourg se trouve au nord-est de la France, donc près de la OK. frontière avec l'Allemagne. Donc OK. c'est une ville assez, on va dire, d'une part un peu germanophone parce qu'ils ont un dialecte qui s'appelle l'alsacien. Donc ils ont une culture très enracinée, plus du côté allemand, on va dire. Donc c'est de là où j'ai où j'ai vécu une des plus grandes parties de ma vie. OK. Puis j'aimerais quand même revenir sur ton parcours militaire. Tu dis que c'est à partir de là que tu as vraiment développé ton désir, ta passion pour l'activité physique. Est-ce que tu pourrais étoffer un peu plus? Déjà, j'étais déjà une personne qui aimait beaucoup l'activité physique, déjà de nature, parce que j'ai joué au soccer très très longtemps et le fait de découvrir le monde militaire, je voulais savoir à quoi ça ressemblait. Donc pour moi, c'était une aventure humaine. Donc à partir de là, j'ai connu les différentes types d'entraînement militaire en termes d'aguerrissement, bien évidemment, qui se traduit par la marche en termes de combat rapproché, donc tout ce qui est dans la spécialité de l'infanterie. Et c'est de là aussi quelque part, qu'on nous apprend à tester notre niveau mental, à savoir être capable d'être dans n'importe quelle situation, de garder souvent son sang-froid, d'avoir une rigueur personnelle en termes de discipline. Ça veut dire quelque part que même si on se retrouve dans la difficulté, on est toujours capable de trouver des solutions pour s'en sortir. Donc ce côté militaire m'a beaucoup aidé, notamment en termes de rigueur, parce que le fait d'avoir changé directement de monde, de côté militaire, pour aller dans le monde civil,
a été un facteur qui a été, on va dire, intense, mais j'ai pas nécessairement souffert de ça parce que j'étais quelque part inconsciemment un peu préparé, à savoir que je savais où je mettais les pieds. Je savais que j'avais des études à faire, des efforts à faire parce que je partais de très très loin. Donc le fait de me mettre une rigueur de travail, ça m'a beaucoup aidé. OK, puis toi, ça, est-ce que tu avais quand même un peu ça en toi ou ça a vraiment été un changement drastique dû à ta formation militaire? Quelque part, en toute honnêteté, quelque part, j'avais ça en moi, en fait. Quelque part, le côté militaire m'a, m'a quand même préparé, on va dire, au monde civil, on va dire. Quelque part préparé à la vie tout court. Quelque part, ça t'amène une certaine maturité, une certaine rigueur, discipline surtout. Et Puis, quand tu as ça dans ta vie, ça t'aide à faire de bonnes choses. puis en plus que tu tombes à l'infanterie, on s'entend que que toi, je sais pas encore, en fait, si tu avais d'autres formes d'armée. Tu sais, nous, au Canada, c'est l'infanterie, la force aérienne, les chars d'assaut aussi, les Il y a, forces il y a, il y a, spéciales, il y a, la diffé- navale. il y a différentes spécialités, notamment dans l'armée de terre, on va dire. Parce que l'armée de terre, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Dans Mhm. l'armée de terre, il y a différentes spécialités comme, on va dire, l'infanterie, l'artillerie, il y a aussi la cavalerie, il y a aussi les transmissions. Donc, il y a différentes spécialités dans l'armée de terre par rapport à ça. Et c'est vrai que l'infanterie, quelque part, a été, on va dire, je vais pas dire un choix par défaut, mais c'était un choix de curiosité parce que je voulais vraiment savoir pertinemment comment l'infanterie, comment on gère l'infanterie, comment on travaille, comment on prépare les soldats. Quelque part, on devient un soldat. OK. OK. Puis là, pour revenir aussi avec ton parcours qui t'a beaucoup aidé pour l'université, là, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, on a été collègues universitaires pendant tout notre cursus aussi. On a travaillé ensemble également. Mais il y a une chose quand même que je me suis posé comme question quand j'ai voulu te passer en entrevue, c'est que je me demandais, la discipline dans le domaine qui t'intéressait le plus, je pense que je la connais pas. Est-ce que tu serais capable de l'expliquer puis pourquoi tu as choisi, t'avais plus d'intérêt dans tel domaine? En kinésiologie? Ben oui, mais exactement, là, dans le baccalauréat, qu'est-ce qui t'a vraiment fait démarquer? Puis est-ce que ça t'a continué là-dedans? Puis comment ça s'est passé aussi? Puis pourquoi t'as voulu aller là? On va dire que l'un de mes premiers souhaits, déjà, c'était, vu que j'aimais beaucoup le sport en général, l'un de mes premiers choix, d'abord, c'était la kinésithérapie. Ça s'appelle la physiothérapie ici. Mais après, au bout du compte, c'est vrai que l'entraînement physique, comme préparateur physique, a commencé tout doucement à faire son acheminement. Et c'est vrai que justement, j'ai regardé par rapport à différentes vidéos de préparateurs physiques que c'est peut-être le domaine où je m'exprimerai le mieux parce que la physiothérapie, c'est un autre domaine encore beaucoup plus spécifique où peut-être je n'avais peut-être pas mes chances d'y parvenir. Et c'est vrai qu'à la kinésiologie, quand je regardais, je me rappelle l'une des premières brochures de Lukács, c'était par rapport à l'entraînement, par rapport au fait de pouvoir aider différents types de populations et aussi au niveau psychologique aussi, ça, quelque part, ça fait tilt parce que c'était vraiment le domaine, c'était plus que coach, on va dire. Plus que coach. Donc, un niveau plus poussé, en fait, que simplement entraîneur ou coach, donc tous les aspects comme tu as mentionné. Puis c'est ce qui t'a amené aussi un petit peu aujourd'hui où ce que tu es rendu. Est-ce que tu serais capable après ton bac, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as fait comme démarche? On s'en est parlé un petit peu aussi, mais quand même, je trouvais quand même important que tu le mentionnes. Déjà, quand on sort du baccalauréat en kinésiologie, c'est vrai que la première tendance vers où on s'en vient, où on s'en va, c'est plutôt les gyms. Les gyms, on va dire les gyms traditionnels, d'une certaine manière, ou on va dire de l'entraînement à domicile, ou pour les plus chanceux dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que moi, mes premières expériences étaient beaucoup plus dans les gyms. Donc forcément, le côté gym, c'est clair que
le côté gym. C'est intéressant, hein, c'est intéressant, mais on est plutôt très très vite catalogué. Et moi, j'avais pas trop envie d'être trop catalogué parce que je voulais vraiment bien essayer de bien diversifier mes connaissances. Et le fait de pouvoir passer du domaine du gym à la santé a été une étape qui n'est pas facile parce que le domaine de la santé, d'une part, c'est beaucoup, les places sont très très limitées, et d'autre part, c'est vrai qu'on n'a pas un raisonnement clinique de base, parce que dans le domaine de la santé, il faut avoir justement un processus de raisonnement clinique de base, ce qu'on ne peut pas forcément l'adapter dans les gyms. Et ce côté-là j'ai eu beaucoup de la chance de pouvoir commencer d'une part dans les centres d'hébergement de longue durée, qui a été une première expérience de santé. Et plus tard, avec cette expérience dans le domaine de centre d'hébergement, j'ai pu ainsi intégrer la réadaptation. Mais il est clair que forcément, pour quelqu'un de diplômé, il est difficile de pouvoir, d'une part, quand tu es diplômé en kinésiologie, t'as pas assez d'expérience, donc il est difficile d'être dans la santé, donc il te demande forcément combien d'années d'expérience tu as. Et par moment, je peux comprendre que ça peut freiner les recruteurs de la santé, à savoir quoi qu'il est uniquement dans le gym, donc il ne pourra pas forcément être adapté au domaine de la santé avec des personnes, que ce soit personnes âgées ou des personnes qui ont différentes pathologies. Puis que tu dis que c'était pas facile, est-ce que quelles ont été les embûches en fait, en fait que tu as pu vivre concernant ça? Là, je sais quand même que avant que tu répondes à la question, comme je t'entendais, c'est sûr que la clientèle, comme tu dis, la clientèle du gym versus la clientèle de la santé, comme dans les hôpitaux, exemple, c'est pas nécessairement la même mentalité. Ça veut pas dire que dans le domaine, on serait pas capable d'en faire, mais c'est plutôt les circonstances qui font des fois que l'ouverture de clients qui ont volé dans certains aspects, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, il faut savoir s'adapter. Oui, oui. Puis toi, puis toi, justement, te connaissant, je sais que le niveau d'adaptation, c'est de quoi que tu as quand même relativement fort aussi. Donc, donc je trouve quand même que le fait de maintenir le cap et de continuer vers le domaine de la santé, donc un domaine finalement qui t'a au fur et à mesure rejoint, ben c'est ce qui fait en fait ce que tu as pu graver les échelons puis te rendre là aujourd'hui. Puis serais-tu capable d'expliquer aussi quelles ont été là finalement la question que que j'ai te poser, je viens de la perdre parce que je m'en allais là parce que là j'ai comme ouvert une parenthèse, mais je vais en reposer une nouvelle pour repartir là-dessus. Mhm. C'est que pour ce qui est de la réadaptation de la santé, qu'est-ce que tu as fait en fait pour acquérir les connaissances te permettant en fait de pouvoir être dans un domaine qui là, te convient mieux actuellement? Déjà, dans le terme de réadaptation, tu as différents thérapeutes hein, de la spécialité de la santé. Donc, tu travailles avec des physiothérapeutes, tu travailles avec des ergothérapeutes, des thérapeutes en réadaptation physique, tu as même des infirmiers, voire même des médecins. Donc déjà, vu qu'on est un tout nouveau, il fallait forcément faire des formations pour bien comprendre leur analyse. Ça, c'était l'une des premières choses que je suis arrivé, c'est vraiment trouver des formations. J'en ai trouvé justement grâce au site des organismes de la santé qui m'ont permis de vraiment pouvoir et de savoir comment les autres organismes de la santé travaillent et qu'est-ce que le kinésiologue peut apporter dans ce sens. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en réadaptation, l'une des premières choses, c'est de vraiment essayer de trouver des certifications en lien avec la réadaptation. Je pense que c'est l'une chose. Parce que de toute manière, on va dire, pour un kinésiologue qui débute, l'une des premières choses que, pour moi, qui est la plus importante, c'est pouvoir être à jour. À jour dans les certifications, à jour dans les, les, euh, les articles scientifiques par rapport au domaine, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine de réadaptation, être vraiment à jour. Et de ce fait, quand j'ai pu vraiment trouver les formations en lien avec la réadaptation, j'ai pu vraiment comprendre aussi comment le personnel de la santé travaillait. Donc à partir de là, j'ai pu amener des suggestions pour amener un plus de façon à pouvoir trouver une bonne cohésion, une bonne alchimie
avec les spécialistes de la santé, notamment les physiothérapeutes. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment à force de faire tes recherches pour rester à jour, étant donné que c'est un domaine quand même qui est en constant changement. C'est Oui. sûr qu'à ce niveau-là, ça donne quand même, disons, ça donne quand même un objectif qu'il faut que tu maintiennes. Tu sais, même si tu le réussis, il faut toujours que tu le maintiennes. Donc ça peut devenir compliqué comme ça peut devenir aussi stimulant. Puis, dans le fond, si je comprends bien aussi, c'est que tu as donné. C'est que dans le fond, c'est que tu es allé avec une initiative qui t'a permis, en fait, d'aller où ce côté. Donc, t'as pris comme le taureau par les cornes, comme on dit. Puis, On va, puis tu. on va dire Vas-y. ça, on va dire ça, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un mentor, quelque part. On a besoin d'un mentor qui puisse nous guider. Moi, moi, mon mentor, il était en France, donc c'était compliqué. Donc il fallait vraiment que je puisse trouver par mes propres moyens. En fait, je pense que c'est avoir un état d'esprit de curiosité. Je pense qu'on l'a tous en soi. Il faut juste essayer de d'avoir cet esprit de curiosité la plus longue possible, et à partir de là, quand tu développes cette curiosité là, tu vas forcément peut-être attirer d'autres personnes, ou des fois attirer je sais pas moi, ou attirer pas attirer, mais plutôt chercher de l'information en plus qui t'intéresse, on va dire être curieux. Je pense que la curiosité, c'est l'une des premières choses qu'il faut garder en soi, parce que le jour où on n'a pas une curiosité important dans nos domaines, quelque part, on va tomber dans une routine qui après peut devenir très très néfaste. Effectivement, puis c'est vrai que là, en t'écoutant, le mot qui te correspond le plus, c'est vraiment curiosité. Puis en plus, puis en plus, je pense que c'est ta curiosité qui t'a permis aussi de développer un peu ta passion au niveau du sport. Tu sais, Oui, comme tu disais, tu étais déjà un très grand amateur de sport, tu faisais du sport aussi. Puis en te connaissant, tu as beaucoup d'opinions sur le sujet aussi dans différentes disciplines du sport. ah, Ça, ça, ta passion du sport, en fait, c'est un peu aussi si je comprends bien, c'est aussi la manière de. C'est plutôt un peu une des directions qui t'a permis, pas une direction, mais plutôt je sais pas si tu peux m'aider là-dessus, mettons un tremplin vers oui, un certains, tremplin, un, effectivement. tremp- un tremplin sur tout ce que tu as fait, où ce que tu es rendu. Oui. Puis ça, cette passion-là, de qui ça pourrait tenir? Est-ce que ça vient de ton entourage, tes parents? Est-ce que tu Mon pourrais père en était, parler un peu? mon père, paix à son âme, était un grand amateur de sport. C'était un homme qui aimait le soccer. Le soccer, c'était le sport de la famille. Donc le soccer, c'était une passion, une envie et un souhait inimaginable, à l'extrême, vraiment à l'extrême. Où le sport, en termes de, euh, de terrain, quand je suis sur un terrain de soccer, je regarde le moins de parcelles de terrain, je regarde les buts, je regarde un ballon, je regarde les chaussures. C'est un sport qui galvanise. C'est un sport qui a fourni de fortes émotions. Et quelque part, ce côté sportif, bien sûr, il y a d'autres disciplines sportives, mais ce côté sportif en soi, à savoir que le sportif te permet d'être bien, d'être heureux, d'être, d'affronter même les problèmes les plus difficiles. Et c'est vrai que le fait d'avoir été sportif, j'ai même joué dans des clubs de soccer, ça, j'ai jamais perdu le lien. Et le fait de pouvoir transposer ça en études a été une bonne chose. Parce qu'il y avait que ce domaine-là que je voyais. Je voyais pas d'autres spécialités, malgré que j'ai fait des études d'électricien industriel, mais c'était un choix par défaut. Le choix numéro un, c'était l'activité physique. Donc dans la famille, j'avais mon père qui jouait au soccer, j'avais ses frères qui jouaient au soccer, ma sœur faisait de l'athlétisme, mon petit frère faisait du handball. Donc on était une famille qui était très très active. Et c'est clair que si un jour j'ai des enfants, ils seront aussi sportifs, hein. Puis peut-être jouer au soccer.
davantage que d'autres sports, mais c'est ce que je comprends bien. Mais, mais en t'entendant, c'est ça, c'est quasiment fait partie de tes tristes, fait partie de ton patrimoine. Est-ce que j'aimerais ça connaître les sensations que tu vis à chaque fois que tu rentres sur un terrain ou bien les sentiments qui t'habitent quand tu rentres sur un terrain de soccer Quand je rentre sur un terrain de soccer, c'est ou de football pour les Français, ou et de je pense qu'ils ont football pour le compris. français. Quand je rentre sur un terrain de football, c'est il y a plein de choses qui se mélangent. C'est le terrain, c'est la camaraderie, c'est le fait de taper sur un ballon, c'est le fait de marquer des buts, de bien jouer, mais aussi de ne pas se blesser. Parce que si c'est là aussi que j'ai eu mes plus grosses blessures, on va mais ouais, mes plus grosses blessures. Donc forcément, mais quelque part, ça, ça donne envie de se surpasser, on va dire, le soccer. C'est, c'est une cohésion d'équipe. C'est 11 mecs contre 11 mecs. C'est un ballon. C'est celui qui va marquer le plus de buts qui gagne. Donc après, il y a différentes péripéties ou d'actions qui peuvent être litigieuses. T'as différents événements qui peuvent arriver. T'as des fois des cartons, des suspensions, je veux dire. Donc, c'est un sport où t'as des gens qui mettent tellement d'émotions qui des fois ils ont des réactions des fois incontrôlables qui peuvent surprendre. J'en ai vu, j'en ai vu. Mais à la fin du match, c'est c'est il faut avoir un esprit fair play. Et malheureusement dans ce sport-là, tu as dû forcément voir que des fois il y a des gestes qui sont pas fair play du tout qui entachent ce sport, qui entachent. Après voilà. Donc c'est vraiment donc c'est vraiment un mode de vie aussi, là, clairement, là, tout ce que ça a inculqué beaucoup de choses aussi, juste le fait d'être dans le domaine sportif, puis tous les bienfaits, tu les as énumérés quand même très très bien, là, tous les bienfaits que ça peut apporter. C'est sûr qu'il y a son lot négatif aussi, comme bien des choses. Mhm. Puis malheureusement, dans un sport de compétition, on sait quand, tu vas me dire corrige si je me trompe, là, de ce que je sais, en France, les bleus, c'est sacré. Quand ça va, puis Ah, l'équipe de ça France, va pas, hein? ah, l'équipe de France est un pays où la plupart, je sais pas s'il y a 60 millions d'entraîneurs, c'est une ferveur populaire. Populaire parce que ça dépasse le cadre, c'est l'un des sports les plus populaires en Europe. Donc quelque part, ça a des chaînes de foule où les gens vibrent, pleurent, crient, se bagarrent même pour ça. Et je trouve que c'est des fois ça va un peu trop à l'extrême quand même. T'imagines, j'ai même vu, pour te donner un exemple, des personnes décédées qui ont un cercueil de leur club préféré. Ah oui, ah oui, ah oui mon ami, Euh, ah oui. donc, Ah oui. leur club préféré, c'est la France? Ou tu Euh, parles en non, général, là, on va dire qu'admettons dans un club français ou un club du monde, t'as des personnes je sais pas moi, des personnes de Barcelone ou de Bayern de Munich, lorsqu'ils sont décédés, j'ai vu sur internet des personnes qui ont leur cercueil vraiment brodé, dessiné du club de leur club favori quoi. C'est a- impressionnant quoi. avec les couleurs tout, là? Avec les couleurs du club, exactement. Je sais même plus quel club c'était. Je crois que si c'était un club allemand peut-être, je sais plus, mais bref, oui, 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 oui. Oui. Eh, mais Pour te dire voyons que donc. même des gens qui écrivent même t'as dû forcément bien voir, les tatouages de leur club favori, Ben euh, oui. les, la voiture peut-être de leur club favori, ou bien les petits objets comme les verres, les maillots, les assiettes, les tables, tout ce que les produits dérivés. C'est vrai que, bon, je suis pas D- à ce point-là hyper fan d'un club en particulier, mais je peux comprendre leur passion. Je peux comprendre. Donc, si je comprends bien, les cercueils sont des produits dérivés Ah oui, des sports. tu peux regarder, je te garantis, Michael, tu peux regarder il y a des personnes décédées qui, par rapport à leur testament, voulaient vraiment un cercueil de leur club préféré de soccer. C'est impressionnant, hein. Mais bon. Ben, faut. Ça,
Sans faire un parallèle ou un jeu de mots avec le titre du podcast, ils mettent vraiment la barre très haute concernant la passion de leur sport respectif. J'ai pas encore eu mention d'un cercueil des Canadiens de Montréal, by the way. Fait que Ah, si jamais j'en trouve un, je te l'envoie, c'est sûr. ça marche. Ah, mais je peux te garantir que euh, je peux te raconter une anecdote. C'était Vas-y. lors de la Coupe du Monde 90. Je vivais au Cameroun avec mes parents et il y avait un match de quart de finale entre le Cameroun et l'Angleterre. Et le Cameroun avait on était mené au score, on était revenu, on a égalisé, on a même mené 2 buts à 1. Je me rappelle que j'étais sorti dehors sur la terrasse de la maison familiale, j'ai vu le sol trembler. J'ai senti une énergie comme si la terre allait vibrer. Ça m'a vraiment marqué que j'avais quoi? J'avais même pas 9 10 ans. J'avais le sol qui est en train de bouger parce qu'il y avait une effervescence telle que la passion est là, quoi. Alors imagine dans les pays africains ou autres, ou les pays d'Amérique latine, pour te donner un exemple, quand, euh, quand Diego Maradona est décédé, je peux te garantir que les gens ça, ça va très très loin. Euh, ça, c'est un joueur c'était un joueur de football, si je comprends bien. Oui, Diego Maradona, un joueur argentin, ouais, on va dire Argentin. celui qui est venu avant Messi, on va dire, pour les connaisseurs. Ok, c'est comme le pré-Messi, on va On va dire. C'est dire, vraiment. oui, on va dire que c'est celui dont Messi se rapproche le plus, on va dire, en termes Ok, de niveau de footballistique, on va dire. ok. Crément, quand même. Moi, je pense que le plus loin que j'ai, mais ça, je ressens pas les tremblements, c'est vraiment lors du Super Bowl où il y a plus de 10 millions de personnes instantanées. Je sais, est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que, ben, en tout cas, au moins ça, qui écoutent de façon simultanée, mais écoute, si je peux faire un parallèle avec ça, peut-être plus en Amérique du Nord, mais pour le reste, Mais imagine, Michael, Toronto a gagné la NBA en 2019, si je ah me oui, mets il y a 3 ans. T'imagines dans la ville ah oui, l'effervescence ça. que ça a créé. À Montréal, je me rappelle, c'était un peu léger, mais imagine à Toronto, Ah non, c'était, écoute. c'était, c'est, je sais pas, parce que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 93 ou 94. J'ose même pas imaginer, les gens qui nous écoutent, j'ose même pas imaginer la ferveur que ça a dû créer. C'est sûr. Non, puis en plus, tu remémores les Raptors, c'est vrai, après, dans ce moment-là, tout le monde parlait basket. Oui, C'était que ça qu'il y avait, mais en même temps, c'est quand même l'équipe la plus proche de chez nous, au Québec, qui était vraiment à deux doigts, puis ils ont remporté d'ailleurs le championnat. Donc, oui. c'était fou, là. C'était fou, C'est, c'était une effervescence. Et là, tu vois que le Canada va jouer la Coupe du Monde de soccer dans quelques jours. T'imagines quand s'ils vont gagner un match? Juste un seul match, hein. Donc déjà, le ouais. Canada, qui n'était pas à la Coupe du Monde de soccer depuis 1986, et étonnamment en plus, si je me souviens bien, ils étaient même dans le groupe de la France, si je me souviens bien. Donc, c'est clair que si le Canada gagne un match, ça peut créer un engouement, hein. J'espère en tout cas que ça va créer un engouement chez les gens pour ce sport. En plus, c'est en hiver, donc t'imagines, c'est Donc, encore incroyable. puis ça commence quand exactement? Le Est-ce que 20, tu... Le 20 dans 3 jours. novembre? Ouais, ouais, le 20, dans 3 jours. OK. 3 jours. Donc, Donc, malheureusement, pour ceux qui nous écoutent, le championnat va être passé. Mais d'ici là, j'espère que vous avez apprécié le moment. Puis j'espère que le Canada a au moins a compté un but, sinon gagné un match au minimum. Ils en sont capables, j'en suis convaincu. Mais toi, ton cœur va pour la France, je le sais. Bon, moi, je suis un citoyen du monde, hein. Il y a 3 pays. Il y a le Canada, il y a la France et le Cameroun. Donc, ces 3 pays-là, moi, je suis très, très content. J'ai à peu près, on va dire, une chance sur 3 d'être content. Donc, on va dire ça comme ça. Ah, écoute, c'est très bon, c'est très bon. Puis, puisque, puis écoute, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que dans tout ton cheminement de ce que tu as dit jusqu'à présent, tu as parlé de mentor aussi. Moi, personnellement, un mentor, j'ai pas encore trouvé le mien.
ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine de la préparation physique, de la santé. J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé, comment t'as pu choisir ton mentor. Puis qui est, si tu veux en parler, là. J'appelle mon montage et il s'appelle Antoine Fortes, il est en France, hein. D'ailleurs, je vais le voir très très bientôt. Ça a été lors de mon deuxième stage à Chicoutimi. Je me souviendrai toujours d'une phrase qui m'a dit, il faut sans cesse se mettre à jour. Ça, c'était une phrase qui m'a tellement marqué. Et en plus, il m'avait même conseillé un livre, un bouquin en anatomie. Donc, il m'a toujours conseillé d'être toujours au courant des dernières nouveautés, toujours se remettre à jour, toujours se poser des questions par rapport au client que j'ai. Est-ce que je fais le bon exercice? Est-ce que c'est adapté à sa morphologie? Est-ce que ça s'est adapté à ce qu'il ait un bon ancrage de sa motricité naturelle? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est fatigué? Donc, c'est un perpétuel renouvellement que c'est dommage qu'ils sont en France, mais je lui demande régulièrement des fois son avis. Et c'est vrai que pour les jeunes kinésiologues, avoir un mentor, ça aide à nous guider sur ce qu'on a envie de faire, sur quel chemin apprendre, sur qu'est-ce qu'il faut choisir comme, on va dire, certification qui nous permet de pouvoir passer à un autre niveau. Et c'est vrai que même si je n'étais pas forcément en contact avec lui, au moins, ça, j'ai eu comme je dis tantôt, la curiosité de savoir quelles sont les formations pertinentes afin de choisir lesquelles sont les meilleures, parce que toi-même tu sais qu'il y a énormément de certifications, on va dire d'entraînement ou autres, mais il faut choisir les plus pertinentes et aussi le côté aussi financier, parce que c'est un coût de tout ça. C'est un coût. Donc quelque part, par exemple, l'une des formations de Pouliquin, qui est très très intéressante, ils sont venus il y a même pas deux, trois, il y a même au mois de septembre. Je me souviens, c'était au niveau du 11-12 septembre. C'était tellement intéressant, mais il faut avoir le temps, les moyens financiers de le faire. Mais c'est, mais c'est vrai que avoir un mentor, c'est bien. Je dirais, franchement, pour les nouveaux diplômés, si vous avez un mentor qui puisse vous guider, qui puisse vous guider sur ce que vous faites, quelque part, vous allez gagner du temps. Plus Parce vous qu'on est gagnez, juste. plus vous gagnez du temps, mieux vous progresserez. Par contre, si on n'a pas de mentor, là, ça devient un peu problématique. Exact. Puis même si, même si ton mentor, tu le connais pas personnellement, tu peux quand même suivre ses traces. Tu sais, on peut, comme tu parles justement de Poliquin, de Charles Poliquin, euh, que, que tu sais, pour certains aussi, c'était une sorte de mentor. Il y en a qui allaient à la formation aussi. Je peux. On peut en nommer plein, mais tu sais, c'est pas mal lui qui me revient plus en tête. Donc, peu importe aussi si jamais euh, que tu le connaisses personnellement ou pas, l'important, c'est que, tu sais, comme, ce serait vraiment au moins avoir quelqu'un qui te permettait d'avoir une structure un peu, un guide Oui, aussi, ça peut très bien. Ça, mais c'est toujours mieux, c'est sûr que c'est toujours mieux de l'avoir en vrai aussi pour poser des questions. C'est toujours bien plus sûr. efficace également, là. Bien sûr, parce Tout- que moi, j'ai quelques mentors de préférence. Je donne par exemple Tim Grover, qui était l'un des préparateurs physiques de Michael Jordan. Holger Broich, qui est même encore actuel l'un des meilleurs préparateurs physiques au monde dans le soccer. Il y a aussi, je sais pas qui, je sais que Gianpiero Ventrone de Tottenham et même Antonio Pintus du Real Madrid. Donc, et même aussi, j'ai oublié Brandon Payne de Stephen Curry. C'est des personnalités qui ont chacun des compétences différentes. Donc, quelque part, j'essaie d'emmagasiner le plus vers eux pour, quelque part, me développer, pour me perfectionner, on va dire. Puis eux, leurs spécialités se retournent autour de quoi à peu près? Tu as mentionné quand même les préparateurs physiques pour le domaine sportif, mais dans ton domaine au niveau de la santé, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur expertise en tant que telle? Est-ce que c'est pas On mal va tous la dire même que chose ou? Brandon, bon, c'est vrai que là, c'est des préparateurs physiques sportifs, mais je prendrais plutôt le cas de Brandon Payne qui utilise beaucoup le travail neurocognitif. OK? Le côté neurocognitif, ça peut aider justement une population dans le domaine de la réadaptation, de la concentration, dans le Est-ce que domaine de tu peux ça. est-ce que tu peux expliquer en fait c'est quoi sa démarche au niveau neurocognitif? Il utilise des fois tu sais, il y a un logiciel qui s'appelle des fois le NeuroTracker
Je sais pas si tu as entendu parler. C'est un outil qui permet de travailler la concentration au niveau du cerveau, de comment agir ton cerveau quand tu es dans un état de fatigue. Comment tu peux essayer d'être, on va dire, je prends un exemple. Si tu es dans un terrain je sais pas, un terrain sportif, tu es hyper fatigué, mais tu travailles ton cerveau pour garder le maximum de lucidité quand tu vas faire un geste précis. Quand tu vas faire un tir de penalty, un lancer franc, un lancer de golf ou un truc de hockey. Cet outil-là te permet vraiment de vraiment travailler à différentes échelles de vitesse, comment tu puisses être euh, habile à pouvoir te concentrer sur une tâche précise. Ça veut dire qu'admettons, je prends, je prends une image des différentes balles qui tournent autour, donc tu suis les balles à peu près, tu vois à peu près la vitesse à laquelle tu es hyper focusé pour savoir quelle est la balle précise que tu veux chercher, donc tu es capable de pouvoir te concentrer vraiment tout en faisant un, un, un geste précis. OK, donc tout est informatisé, puis Oui, bien tout sûr, oui, bien est évidemment. enregistré, bien sûr. Ouais, ouais, tout est bien sûr, est informatisé, mais c'est un logiciel qui est beaucoup plus utilisé pour les sportifs de haut niveau, mais je pense que ça peut aussi aider les personnes à travailler parce que on est tous dans un monde numérique. On est tous dans un monde numérique, on utilise la télévision, tout ça, les portables, les réseaux sociaux, donc on est capable de pouvoir se concentrer, de trouver des choses cognitives pour aider différents types de populations. Est-ce que ça, ce serait pas un potentiel projet pour toi que tu voudrais rentrer dans ton milieu, peut-être? Est-ce que tu Peut-être, penses que ça il pourrait faudrait voir. servir pour cette clientèle-là? Je pense, en réadaptation, ça pourrait. Parce que je travaille aussi en lien aussi avec des UTRF, ça pourrait. J'ai rien qu'un un travail de lumière. J'ai acheté un matériel qui s'appelle le BlazePod. C'est un travail de lumière où tu peux vraiment te focaliser sur la capacité des personnes à pouvoir se concentrer pour travailler, pour permettre, pardon, aux personnes de travailler leur temps de réaction. Donc, ils travaillent le temps des réactions grâce aux couleurs primaires ou secondaires. Donc, en fonction de ça, tu peux élaborer différents jeux, des tests de rapidité, des tests de coordination et bien d'autres choses. OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire par UTRF? C'est la première fois que j'entends ce terme-là. C'est un organisme qui héberge, pardon, des personnes de manière temporaire. C'est OK. différemment des CHSLD. Ça veut OK. dire que c'est des personnes qui souffrent de différents types de blessures. Si je me trompe pas, c'est des personnes qui ont subi des blessures au genou ou autres et Mhm. qui sont de manière temporaire. Ils restent à peu près, tout dépendamment, je veux dire, de quelques jours à quelques semaines ou à quelques mois. Puis écoute, je pense qu'on arrive quand même bientôt à la fin. C'était vraiment super intéressant aussi de discuter avec toi. Je trouve vraiment que tout ce que tu as mentionné, c'est super intéressant. Si je Merci. peux faire un résumé aussi, c'est vraiment, si tu peux faire un résumé, voir plutôt un résumé, toi, mettons, au-delà que seulement la kinésiologie, est-ce que tu aurais un conseil ou des outils vraiment que tu penses qui seraient indispensables pour une personne dans une situation qui voudrait chercher un objectif, essayer de l'atteindre au plus haut ou encore ou avec facilité ou ou peu importe. Est-ce que tu comprends un peu la question? Moi, je comprends pas la question. OK. Je dis souvent que quand on est passionné par quelque chose dans la vie, il faut avoir une attitude de battant, vraiment de battant, d'être toujours quelque part à l'affût. Ça peut effrayer certains, ça parce que les gens sont pas forcément à la même enseigne, mais quelque part être toujours, on apprend chaque jour, on évolue chaque jour. Donc, si un jour on se dit que je ne progresse plus, c'est pas bon. C'est pas bon. Je dis souvent que il faut sans cesse se remettre encore. Il y a un terme de Tim Grover que j'aime beaucoup. C'est les trois catégories. T'as les exécuteurs, les finisseurs et nettoyeurs. Et les nettoyeurs, c'est ceux qui vont toujours chercher les meilleurs résultats,
les meilleures pratiques, les meilleures choses encore, 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 quelle que soit l'adversité. Et j'essaie d'appliquer cela pour moi. À savoir que je vais toujours chercher, c'est que dès que je me lève le matin, il faut que j'apprenne quelque chose. Parce que la vie, c'est un perpétuel apprentissage, la vie. Puis juste pour être certain qu'on comprenne bien le principe que tu viens, que tu viens de dire, est-ce que tu serais capable d'écrire un petit peu ces trois types? Tu as dit l'exécuteur, tu as dit le nettoyeur, puis tu as dit aussi... Exécuteur, exécuteur, il est bon, c'est une personne qui est bon dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de choses exceptionnelles. Les finisseurs, c'est ceux avec qui font des résultats exceptionnels tant qu'ils ont un plan de match. Tant qu'ils ont une directive. Mhm. Les nettoyeurs, c'est ceux qui sont hargneux, qui veulent toujours progresser, progresser et qui vont stimuler les autres. OK. Qui vont amener les autres à plus haut. Donc des Après, leaders. on va dire des leaders. On va dire des leaders, des leaders. Des leaders qui montrent l'exemple, qui ne montrent pas l'exemple dans la bouche, comme on fait de parler, mais qui montrent dans l'exemple de pouvoir travailler à des périodes, à des moments qui, même s'ils ont gagné une récompense, un diplôme, un titre, dès le lendemain, ils y retournent. Et pour moi, quand j'entends Tim Grover, qui est le préparateur physique, dire ça, je me dis, je vais quand même chercher parce que j'en ai envie. Après, tu as des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont. Ça, il faut comprendre aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à aller plus loin. Il faut les respecter pour cela. Mais si tu as des personnes qui veulent être aussi motivées, tu les emmènes. Donc pour C'est moi, bien dit. c'est ça. C'est bien dit. C'est bien dit. Dans chacun leur position, puis chacun sont à l'aise avec ce qu'ils font. Mhm. L'important, c'est vraiment de travailler en collaboration aussi pour vraiment aller chercher le mieux aussi, là. C'est ça. Excellent. Puis écoute, j'aimerais ça savoir aussi, euh, quand on va terminer notre épisode ensemble, je voudrais savoir quelle serait la suite de ton histoire d'enfant. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Ce serait quoi tes nouveaux projets? Mettons dans les prochains mois, prochaines semaines. Ça peut être demain aussi, mais peu importe. Ah, Michael, j'ai des tonnes de formations à terminer. J'en ai sept. Sept formations que je dois terminer. C'est vrai que je vais faire un DESS. Ça, c'est clair que c'est un objectif que j'aimerais bien. Après, c'est vrai que le terme maîtrise va forcément venir titiller mon esprit. C'est clair que c'est un objectif que j'aimerais bien qui me tente. Après, on va voir dans quelles conditions je suis. Mais pour l'instant, je regarde de manière un pas à la fois. À savoir que si je termine une formation, je termine une autre une fois. Je préfère pas me lancer de grands objectifs parce qu'après, j'ai pas envie en termes de démotivation, de rechute ou bien d'autres choses, quoi. Donc, je fais vraiment un pas à la fois. Et pour l'instant, ça m'a réussi. J'ai réussi de faire de manière professionnelle, à savoir que je suis allé à l'armée, j'ai fait mes études, j'ai été diplômé, j'ai travaillé dans le domaine de la santé, dans les gyms avec des personnes comme tout le monde. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes âgées. Là, je suis en réadaptation, donc c'est plutôt de manière linéaire, en prenant le temps sans brûler les étapes. C'est tellement bien dit. Une belle conclusion que tu nous apportes, Liv, vraiment. Merci. Puis écoute, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était vraiment un plaisir de te reparler, de Merci, voir moi aussi, Miguel, moi aussi, ça fait un grand plaisir. où ce que tu en étais rendu. Fait que, écoute, je te souhaite de réussir dans toutes tes formations, puis d'aller le plus loin que tu es à mesure selon ce que tu es capable de faire. Puis je, puis je te souhaite que du bon. Merci beaucoup.